Bonsoir. Bon, merci d'être venus, merci ceux qui sont par Zoom et merci ceux qui vont nous écouter par YouTube. Et, alors, aujourd'hui c'est la première séance de l'année. On va reprendre, on va essayer de faire les liens avec l'année dernière. L'année dernière, le thème principal qu'on a plus ou moins traité, mais bon, c'était le thème central, c'était la question de s'engager dans la complexité, la question de l'engagement. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, mais c'était... Non, on a dû acheter ton livre pour s'en apercevoir. Voilà. Dans les livres, c'était plus clair. Et alors, cette année, en principe, je ne sais pas si vous avez vu l'invitation pour l'année, les petits textes pour l'année, on va développer ce qu'on appelait la théorie de la situation. Non ? Alors, pourquoi la théorie de la situation ? Bon, parce que dans ce qu'on appelait l'époque de la complexité, l'avènement de la complexité comme une forme, un mode d'autoconstruction du monde, c'est-à-dire un mode objectif, de produire objectivité, pas comme une théorie, n'est-ce pas ? On dit, c'est ce qu'on a avancé plusieurs fois, on dit, bon, effectivement, entre les vieux paradigmes, n'est-ce pas, de centralité, de changer le monde, de changer la vie, etc., en prenant le pouvoir central, n'est-ce pas, l'hypothèse de, justement, ils sont en bas, là, et l'hypothèse marxiste de prendre le pouvoir central, changer le monde, etc., et l'autre dimension, qui est la dimension absolument individuelle, la dimension de dire, bon, mais moi en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire, n'est-ce pas ? On disait, grosso modo, pour dire comme ça, de façon un peu, caricaturale peut-être, que sont deux modes d'impuissance, n'est-ce pas ? Sont deux modes d'impuissance. Il y a l'impuissance historiquement avérée, de que, disons, pendant un siècle et demi, il y avait deux hypothèses d'émancipation. Il y avait l'hypothèse dominante occidentale, qui était, pour le dire comme ça, les modes coloniaux d'émancipation, c'est-à-dire les pratiques et la pensée que dans le monde colonial occidental s'étaient forgées de comment s'émanciper de la tyrannie, de l'oppression, etc., qui est celle qui garde la binarité, l'idée de la centralité, l'idée d'un pouvoir qui dirige les choses, c'est-à-dire, bon, un tout petit peu les dispositifs cartésiens, n'est-ce pas ? Cette hypothèse-là est l'hypothèse qui, effectivement, pas seulement a échoué, parce que s'il avait simplement échoué gentiment, ça aurait été terrible, mais bon, sans plus. Le problème, c'est qu'à chaque fois que l'hypothèse occidentale, coloniale, etc., d'émancipation triomphait, les révolutions triomphantes produisaient exactement le contraire de ce que c'était venu faire, n'est-ce pas ? De façon plus ou moins sanglante, c'est-à-dire des Khmers rouges amis des Badiou jusqu'à Cuba de façon un peu plus soft, en passant par Nicaragua, les goulags soviétiques, la Chine, etc. Mais effectivement, il n'y a pas un exemple d'une révolution qui a été faite en suivant l'hypothèse dominante dans l'Occident, non ? Qui était celle de prendre le pouvoir pour changer le monde. Il n'y a pas un seul exemple qui n'a pas, sinon pas produit le contraire, au moins échoué et se voir contrainte à une sorte de dictature, non ? Alors, entre cette impuissance-là et la réponse, un tout petit peu, la réaction individuelle de dire non, non à tous les mouvements de masse, non, etc., l'individu, de dire bon, on est des individus, et que c'est un autre mode d'impuissance, n'est-ce pas, parce qu'on regarde le monde, on regarde la société, on regarde ce qui se passe, et la seule chose que nous éprouvons à chaque fois qu'on se situe
quand on se met dans les habits de l'individu, bah, c'est une impuissance énorme. Et alors, il y a eu pendant tout le temps qui a duré un peu plus d'un siècle, un siècle et demi, qui a duré, disons, tous les essais d'émancipation pendant la modernité, etc., que ce soit en Occident même ou ailleurs, hein, il y a eu une deuxième hypothèse qui était une hypothèse absolument écrasée, minoritaire et souvent massacrée par la tendance officielle, n'est-ce pas? Qui était la tendance que nous on appelle comme ça de façon grosso modo de contre-pouvoir, qui est celle qui disait de façon plus ou moins théorisée, peut-être un peu plus théorisée par certains penseurs de l'anarchisme, mais pas tous, mais bon, qui sont plus proches de l'anarchisme, qui était de dire, ben non, la société, on la change du bas. Hein. C'est pas tout à fait, ça coïncide pas tout à fait, les contre-pouvoirs ne coïncident pas vraiment avec les thèses, en tous les cas les plus connus de l'anarchisme, parce que l'anarchisme aussi aura une pensée capturée par la centralité du pouvoir, fût-ce pour dire qu'il faut l'éliminer, n'est-ce pas? Mais quand même, même dans les tendances libertaires anarchistes, il y a cette piège de la pensée occidentale, coloniale, de la centralité, sauf qu'ils vont dire il faut l'éliminer. N'est-ce pas? C'est-à-dire que des côtés bolcheviques, trotskistes, etc., on prend le pouvoir. C'est intéressant parce que les gens de ma génération, je dis ma génération parce que les autres, je pense que non, les gens de ma génération qu'on a lu, étudié par exemple Lénine, n'est-ce pas? Eh bien, 90% des textes de Lénine, je n'ai pas lu les œuvres complètes, j'ai lu quand même les principaux comme ça, ouvrages de Lénine. Et 90% des écrits de Lénine sont la prise de pouvoir, comment prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Et par rapport à après, il y a effectivement 10% de la production de Lénine par rapport à la transformation des soviets, etc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, non? Mais l'idée, c'était le pouvoir. Alors, les contre-pouvoirs, ça ne coïncide pas avec ni la pensée ni la pratique anarchiste, dans le sens auquel, dans les tendances des contre-pouvoirs, qui sont des tendances subversives dans la subversion, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Et qui s'étaient traitées comme telles. Hein. Et ce sont tous les mouvements horizontaux, multiples, non centralisés, qui changeaient la vie, et en changeant la vie, ont changé le monde. Alors là, effectivement, tous les mouvements des femmes, les mouvements des minorités, soit les Noirs, soit les homosexuels, soit, vous voyez, c'est-à-dire tous ces mouvements des minorités, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Pas quantitatif, forcément, la minorité et la majorité, c'est pas une affaire tout à fait quantitative, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que quand on regarde, on se dit, bon, effectivement, ce qui s'est passé, donc quand on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec... on est en train de passer, c'est pas un scoop, non? On est dans un moment hyper obscur, hyper menaçant, c'est-à-dire d'une tristesse absolue, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous pourrons évoquer certainement la caricature de Milei en Argentine, n'est-ce pas? Mais ici en France, n'est-ce pas, c'est pas non plus... ça se passe, vous voyez, en Argentine, ils le font grossièrement, ici ils le font avec les petits doigts comme ça, mais grosso modo, c'est les mêmes horreurs, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que nous, on s'est dit, avec Bastien, avec Théo, avec Raoul Sivech, avec tous les groupes qu'on a travaillé pendant 3-4 ans, hein, on s'est dit qu'à donner les bouquins, qu'à donner ces bouquins contre-offensifs et d'autres bouquins qu'on a publiés en Argentine, et on s'est dit, bon, mais comment on peut comprendre, il ne s'agit pas de faire un bilan, mais comment on peut comprendre ça, comment on peut comprendre? Effectivement, bon voilà, un axe central, pour faire les liens, non? Un axe central, c'était celui-là, de dire, bon, il y a eu deux hypothèses, une hypothèse majoritaire et dominante, et l'hypothèse secondaire. Cette hypothèse secondaire, l'hypothèse du contre-pouvoir, l'hypothèse de que les mondes, la société, la vie, on la change que de par la multiplicité agissante, contradictoire à la base, eh bien, aujourd'hui, elle devient centrale
non pas simplement parce que l'hypothèse du pouvoir, que ce soit par les armes, par insurrection ou par élection, hein, c'est-à-dire a échoué Allende, a échoué l'insurrection, a échoué la guérilla, ce n'est pas une question de méthode, de comment prendre le pouvoir central. Non? Et cette hypothèse-là, donc l'hypothèse des contre-pouvoirs, pas seulement elle devient principale aujourd'hui parce que l'hypothèse dominante a échoué, mais elle devient aussi principale parce que les mondes qui a construit les hypothèses occidentales d'émancipation, bah, ces mondes-là et les mondes occidentaux qu'aujourd'hui dans une crise terminale. Alors, nous, on avait évoqué plusieurs fois, non, et ça sert pour illustrer un tout petit peu cette reprise des séminaires aujourd'hui, la très connue nouvelle de Sartre, l'engrenage. Hein. Alors, vous savez, dans l'engrenage, ce que présente Sartre, après lui, il a dit qu'il s'était inspiré de l'Argentine, bon, peu importe, et commence, c'est une petite nouvelle, commence quand on comprend que dans une révolution, des révolutionnaires, ils viennent de dégommer ses camarades parce qu'ils avaient trahi. Non, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de coup dans la révolution. Et ils avaient trahi, pourquoi? Parce qu'il y avait des accords pour le pétrole avec la grande démocratie du Nord, les Américains, quoi. Et la première vague révolutionnaire, une fois qu'elle arrive au pouvoir, trahit, fait les contrats que les Américains voulaient. La nouvelle commence là. Donc il y a la nouvelle vague qui a pris le pouvoir pour faire les choses comme il faut, parce que les premiers avaient trahi. Et la nouvelle elle est très courte, ça dure juste le temps dans lequel les nouveaux chefs révolutionnaires comprennent qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'il y a les troupes des impérialistes à la frontière, et donc il va sortir au balcon, dire au peuple voilà, qu'il fallait plier. Alors Sartre, effectivement, dans cette nouvelle, apparemment il laisse une sorte d'aporie, une aporie. Il dit, bon, ben, donc, effectivement, on ne peut pas. Et toutes les révolutions, tous les mouvements d'émancipation centralisés occidentaux, même si ça passe par l'Occident, d'inspiration occidentale, je veux dire, tous, ils sont trouvés exactement dans ce que Sartre, avec beaucoup de génie et d'une façon très courte et assez déprimante, non, montre dans l'engrenage. Toutes. Alors, par exemple, on faisait une révolution dans un pays d'Amérique latine, et tout à coup, le lendemain de la révolution, on disait, mais il y a les Américains. Chose qui était quand même très surprenante, parce que justement, on avait fait la révolution parce qu'il y avait les Américains, n'est-ce pas? Mais c'est comme si cette variable-là, la variable de qu'une fois qu'on est au pouvoir, on s'affronte de pouvoir à pouvoir et qu'on ne fait pas le poids, c'est comme si cette variable n'a pas été tenue en compte pendant un siècle et demi. Vous voyez, c'est-à-dire cette variable de dire, mais si tu prends le pouvoir, une fois que tu prends le pouvoir, ça se passera entre les pots de fer et les pots de terre, cette variable-là n'a pas tenu compte, n'a pas été tenue compte. Et tout est justifié, les dictatures successives, les post-révolutionnaires, les purges, etc., sont justifiées parce qu'il y a l'ennemi, les blocages, la menace, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, c'est que, d'effet, l'engrenage, c'est quand tout à coup, et c'est là, disons, la piste, les mots, la façon de nommer les contre-pouvoirs, c'est quand on dit, bon, résister, c'est créer. C'est créer petit à petit des modes de vie, des productions, d'échanges, etc., différents, qui font que, à la fin, à un moment donné, le pouvoir central devient anachronique par rapport au processus concret, réel, dans la société. Vous comprenez? C'est-à-dire que, alors, où c'est arrivé ça? C'est arrivé ici en France. La seule révolution qu'elle n'a pas produit les contraires de ce qu'elle disait, c'était la France. Pourquoi? Parce que quand, finalement, on les coupe la tête au roi, etc., les échanges commerciaux étaient mercantilistes,
l'idéologie dominante était des Lumières, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il avait déjà eu dans toute une partie de la France, au moins pas dans tous les territoires qu'on nomme aujourd'hui de la France, mais dans une partie centrale de la France, mais effectivement, les changements dans les processus réels et matériels avaient déjà produit un autre monde, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi, effectivement, une chose c'est le récit, n'est-ce pas? Une chose c'est le récit sur le pouvoir, où est le pouvoir, comment on fait avec le pouvoir. Autre chose, ce sont effectivement les processus. Non, les processus. C'est pourquoi, effectivement, dans les mouvements des contre-pouvoirs, on va dire qu'on va se centrer sur les processus. C'est pourquoi, par exemple, nous, avec Bastien, avec Ariel, avec Théo, avec d'autres groupes, on a... C'est Christophe, pardon. On a travaillé sur les processus concrets qui, effectivement, dans leur mise en place, dans leur mise en fonctionnement, vont changer l'ensemble de la société. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils vont changer la société. C'est-à-dire, les processus concrets, c'est voilà, les changements vers une économie mercantile, par exemple. Quand il y a un déploiement du mercantilisme, ces processus d'échange se comportent toujours comme des pléromes, hein, c'est-à-dire comme des unités qui se déploient et créent les mondes qui leur convient. Hein. Le concept de plérome est un concept de la philosophie médiévale, non, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire par exemple, il y avait il y a longtemps, j'avais vu dans le cinéma, une pub qui était l'anti-plérome, pour vous dire, non? C'était une pub pour la bagnole Twingo, non? Alors il montrait la Twingo et il disait, la Twingo, la voiture sympathique, je sais pas quoi, il disait, à vous d'inventer le monde qui va avec. Eh bien, c'est pas du tout comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tous les processus technologiques, non? Plus sont puissants, plus ils vont, eux, créer le monde qui les correspond. Vous comprenez? C'est-à-dire que les processus technologiques, c'est-à-dire par exemple, quand les téléphones portables, les GPS, ce type d'instruments qu'aujourd'hui presque tout le monde possède, n'est-ce pas? Eh bien, nous, on croit d'une façon naïve et humaniste, n'est-ce pas? On croit que pour l'homme, il y a un nouvel outil, et à vrai dire, dans cette force pléromatique, c'est l'instrument, c'est l'innovation technologique qui petit à petit va sculpter les mondes qui les correspondent. Vous comprenez? Alors, de ce point de vue-là, effectivement, quand on dit que ce que nous sommes en train de vivre est un changement d'époque, c'est un changement d'époque. Alors, justement, si l'époque révolue, c'est l'époque que Foucault appelait l'époque de l'homme, n'est-ce pas? La modernité, l'Occident colonial, comme on veut l'appeler. Eh bien, effectivement, notre hypothèse centrale, c'est que ce sont les processus concrets, technologiques, hein, qui, en influençant d'une façon très très forte l'autodéveloppement du monde, l'autoproduction du monde, n'est-ce pas, produisent les changements. Hein. Alors, nous, on sait, quand on dit l'époque de l'homme est arrivée à un point, elle émerge, comme ça, d'une façon un tout petit peu, disons, idéale, on peut dire pédagogique, non, on peut dire l'homme, l'individu, n'est-ce pas, occidental qui émerge vers l'époque d'Abélard, Héloïse, n'est-ce pas, l'homme avec un individu qui est porteur du monde, porteur de l'univers, ou comme on dit les romantiques allemands, chacun de nous porte l'univers dans lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire que de cet individu très très plein, non, jusqu'à l'individu vidé de la postmodernité, il y a un cycle, non, un cycle qui s'épuise. Mais à quoi on nomme l'homme, n'est-ce pas? Alors, on ne nomme pas l'homme aux individus
ni encore moins aux individus masculins. On nomme l'homme un dispositif matériel qui correspond à certains processus concrets. C'est pourquoi quand on dit un des phénomènes centraux pour comprendre notre époque, c'est de comprendre qu'il y a un déplacement de l'anthropocentrisme. Eh bien, le déplacement de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'époque de l'homme, les dispositifs cartésiens dans lesquels le seul sujet c'est l'homme, etc., par rapport à un monde d'objets, eh bien, l'anthropocentrisme ne veut pas dire que, en tant qu'espèce, les individus humains sont au centre. Vous comprenez? Quand on dit il y a un déplacement de l'anthropocentrisme, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'un dispositif construit, un dispositif historique, technologique, économique, culturel, un dispositif qu'on appelle l'homme, dans lequel les individus de l'espèce humaine doivent vivre, non? Plus ou moins bien, mais les déplacements de l'anthropocentrisme, nous devons les comprendre dans le sens lourd les déplacements d'un dispositif matériel, culturel, économique qui a accompli un cycle et qui ne fonctionne plus. Non? C'est-à-dire que il me semble important parce que quand nous voyons la fin de cet anthropocentrisme, non? Si nous restons au niveau du récit, par exemple, on pourrait toujours se dire bon, mais dans l'anthropocentrisme occidental, le plus important, ce sont les individus, les êtres humains. Non? Et alors, depuis ce regard-là, qui est un récit, j'espère que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un récit. Depuis ce regard-là, on voit les post-anthropocènes, n'est-ce pas, comme d'un côté les tout fonctionnants, les fonctionnements, n'est-ce pas, les fonctionnements néolibéral, technologiques, etc., qui n'a plus du tout au centre, même pas du récit, l'humain. Non? C'est un tout petit peu comme on s'indigne quand on voit, par exemple, que Milei, ou le néolibéralisme, ou Macron, ou les autres, font des projets économiques, macroéconomiques, se mettent à fonctionner d'une façon que, visiblement, ne favorise pas ni les vivants, ni les humains. Alors, on regarde ça depuis un récit tout à fait idéalisé d'un humanisme qui, à vrai dire, n'a jamais existé en ayant les individus humains au cœur, n'est-ce pas? Mais il y a un idéalisme qui dit, mais dans le nouveau fonctionnement, dans le nouveau monde, les dirigeants du monde, c'est incroyable, non pas comme objectif le bien-être et le bonheur de la population et des humains. Alors, c'est là où nous devons comprendre que, d'une part, l'anthropocentrisme, aujourd'hui déplacé, ne signifie pas qu'on a vécu dans une sorte de paradis perdu dans lequel l'homme était au centre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, au contraire, on n'a pas arrêté pendant toute la modernité de casser des œufs pour faire l'omelette. C'est-à-dire que l'objectif final était les bonheurs et la félicité, etc. Mais en permanence, il fallait faire des sacrifices. N'est-ce pas? Donc, effectivement, on regarde les nouveaux dispositifs fonctionnants, tout à fait fonctionnalistes, on les regarde depuis une sorte de passé illusoire, non? On dit, on ne s'occupe plus de l'homme, il n'a plus l'homme comme objectif. Vous comprenez? En synthèse, ce que je veux dire, c'est que par rapport au bien-être, la félicité, les bonheurs, la justice sociale, même par rapport à ces objectifs qu'on partage et qu'on désire, eh bien, la différence est réelle dans la méthode. N'est-ce pas? La différence d'oppression est réelle dans la méthode. Mais ce n'est pas vrai
que le monde de l'humanisme occidental avait vraiment au cœur de cette dispositif les êtres humains. Hein? C'est compréhensible. Mais on avait besoin de se créer ce récit-là, en tout cas. Alors, oui, parce que, au fait, chaque mode d'autoproduction du monde, non? C'est-à-dire, l'autoproduction du monde, c'est le mode de dire que les sociétés sont des organismes vivants qui se développent d'après ses propres lois, sa propre autonomie. Ça hypothèque rien par rapport à Dieu, pas Dieu, parce que tout ce qu'on fait, c'est constater qu'il y a des modes d'autoproduction avec autonomie. Chaque mode d'autoproduction a son récit. Alors, ce qui est paradoxal, et alors c'est une unité en acte. Ce qui est paradoxal, c'est que les modes d'autoproduction du monde occidental partent de la base qu'il y a une séparation. Non? L'homme sujet, le monde objet. Non? C'est tout à fait un récit. Ce récit-là va déplacer le récit déiste, par exemple. C'est-à-dire que celui qui, dans le récit, est au centre, n'est plus la divinité, c'est l'homme. Sauf que cet homme-là, ce n'est pas chacun de nous, ou la société, les individus. Cet homme-là est un mode de production, d'autoproduction matérielle, dans lequel, paradoxalement, les individus sont beaucoup du mal à vivre, à circuler, non? Et alors, ce qui va apparaître au cœur, c'est ce que, d'un point de vue non pas religieux mais anthropologique, c'est le sacré, n'est-ce pas? Le sacré. Le sacré, c'est ce qui apparaît comme le sujet, comme la cause, c'est ce qui, comme dirait Lévi-Strauss dans les mythes, non? Ce qui décrit, explique, justifie les choses, non? Ça décrit le monde, ça l'explique, ça le justifie. Bon, il y a toujours dans chaque société un noyau qui va apparaître comme la source, pour dire comme ça. Alors, dans les sociétés déistes, par exemple, la source, elle est extraite du monde. Dans les cosmogonies, je ne sais pas, animistes, la source, elle est interne dans le système, non? Mais elle est distribuée d'une certaine façon. Dans les totémistes, d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque culture, dans chaque cosmogonie, il y a quand même, pour les humains, une sorte de récit qui décrit, explique et justifie. Non? Ce récit est un récit. Non? Ça ne veut pas dire que ce soit parlant pimpant, un rapport avec la réalité, effectivement, un rapport, on pourrait dire, dialectique avec la réalité, parce qu'il influence la réalité, mais voilà, c'est-à-dire, comme dirait Marx, on ne juge pas une société par rapport à ce que les hommes pensent de cette société. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ce que les hommes pensent de la société a une importance, mais ce n'est pas ça la société. Alors, effectivement, c'est quand on va dire, voilà, on est passé au monde de l'humanisme, n'est-ce pas? Quand tout à coup va apparaître dans les dispositifs cartésiens, cette place-là du sacré sera le sujet humain. Pourquoi? Parce que le reste, effectivement, c'est de la matière inanimée, les mécanismes, etc. Eh bien, à partir de cette séparation cartésienne, la modernité va sacraliser la société. C'est-à-dire que le social aura la fonction sacrée. C'est-à-dire la société est le sujet. N'est-ce pas? Alors, une fois encore, c'est-à-dire la société est le sujet, mais pas toute la société, l'homme est au centre, mais pas tous les hommes, n'est-ce pas? Déjà pas les femmes, pas les noirs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas être dupe, n'est-ce pas, du récit anthropocentrique, dans le sens que, moi j'avais raconté l'année dernière un peu comment on s'est rendu compte de ça quand il y a eu les insurrections en Argentine. Je vous ai raconté qu'il y avait des assemblées dans tous les quartiers,
Et on s'est rendu compte que les assemblées étaient absolument en puissance pour changer quoi que ce soit. Et alors on s'est dit, oui, d'accord, mais parce que à l'assemblée venaient des individus, pas l'homme. Parce que si venait l'homme, devenir qui? Va devenir la banque, le métro, l'urbanisme, vous comprenez, les modes de circulation, les modes d'aimer, non, les modes de mesurer les processus, vous voyez. Alors, effectivement, si on convoque que les individus, que c'est un tout petit peu l'échec, un tout petit peu des assemblées, des mouvements, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans les assemblées et mouvements, bah, ce qui vient, ce n'est qu'une petite partie du dispositif. Vous voyez? Alors, dans les sociétés déistes, au moins les choses sont un peu plus claires, vous voyez, c'est-à-dire personne ne pense que parce que l'église elle est pleine, le entre guillemets sujet est là. Vous voyez, il y a les hommes, il y a les hommes, il n'y a pas les Christ, je ne sais pas quoi, vous voyez. Dans l'humanisme, il y a toujours cette difficulté de lecture, n'est-ce pas? Parce qu'on n'arrête pas de tomber dans les pièges, non? De croire que la société anthropocentrique peut se réduire à des individus. Qui est un tout petit peu l'anti-Thatcher. Et Thatcher, elle va dire la fameuse phrase la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Ce qu'on a constaté douloureusement, hein, c'est que non, qu'effectivement, la société ne se réduisait, mais absolument pas, à des individus, et qu'au contraire, chaque fois que les individus, sans prendre en compte les processus concrets, non, les murs des maisons, la culture, les modes d'aimer, d'être heureux, à chaque fois qu'on ne prenait pas tout cet ensemble-là d'une certaine façon, eh bien, on trouvait l'impossibilité de tout changement parce que les personnes humaines sont qu'une partie de chaque dispositif. Par contre, effectivement, dans les mouvements horizontaux, qu'est-ce qu'on voit systématiquement? On voit des modes différents de consommer, de produire, de se lier. Vous voyez, il y a des essais sans cesse de vivre autrement, produire autrement, n'est-ce pas? Désirer autrement. C'est-à-dire qu'on voit que dans les mouvements horizontaux, une des caractéristiques des mouvements horizontaux, c'est qu'effectivement, il y a un essai de changement dès la vie concrète, n'est-ce pas? Et après, on voit comment est-ce que, de façon pléromatique, ceci modifie la société. C'est compréhensible, ça. Alors, effectivement, le récit humaniste a servi à un tas de choses, entre autres, a servi pour justifier le colonialisme, a suffi pour justifier l'oppression. Dit autrement, et je ne sais pas si on l'avait déjà expliqué comme ça, c'est de dire qu'il n'y a pas d'individu en dehors des processus depuis lesquels et à travers lesquels ils émergent. Hein, c'est vrai aussi pour l'humain, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu en soi. Là où il y a l'individu, il y a les processus. Là où il y a un individu, vous trouvez les processus, une certaine façon d'aimer, un certain rapport à soi, au monde. C'est ce qui expliquait, c'est comme ça aussi qu'on expliquait l'échec de l'assembléisme, qui ne suffisait pas de réunir une masse d'individus collectivement réunis à un endroit pour mettre fin à l'individualisme. Oui, absolument, parce que l'individualisme, ce n'est pas les individus. L'individualisme est justement une forme matérielle et objective de vie. Vous comprenez? Alors, ce type d'échec, effectivement, dans ce que j'ai nommé l'hypothèse centrale, quand on fait un tout petit peu quand on se retourne, on dit bon, mais qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Comment ça s'est fait qu'il y a un tel échec de tous ces processus, de toutes ces hypothèses théoriques et pratiques? Une des choses qui vont apparaître déjà depuis les tendances romantiques, etc., c'est cette idée qu'on a évoquée ici, non? Que dans les modes occidentaux d'émancipation, il y a très très fortement marqué le dispositif de l'ingénieur problème-solution, n'est-ce pas? Avec cette linéarité, non? Alors, par rapport à ça, effectivement, on se dit, c'est vrai que l'idée qu'on va des points A au point B, chose qu'on a évoquée beaucoup
l'année dernière, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette idée, on voit du point A au point B. Bah, effectivement, dans cette idée, il y a quelque chose qui est contraire au processus du vivant et de la société et de la culture, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans les vivants, chez les vivants, dans la culture, dans les sociétés, ce qu'on va nommer un point A d'une façon un peu arbitraire, c'est un état concret, et ce qu'on va nommer un point B, c'est un pur imaginaire qui nous permet de nous mettre en route. Mais on s'est dit, d'accord, alors c'était le fameux poème Ithac, non, de Cavafy, non, qui va dire, voilà, quand tu vas à Ithac, quand tu arriveras à Ithac, sois pas trop dessus, parce que tu auras compris que Ithac, c'est le chemin vers Ithac, non? Mais alors là, ça pose un problème, parce qu'on s'est dit, s'il est impossible d'évaluer tout mouvement, n'est-ce pas, c'est finalement, voilà, vous voyez, d'une façon un peu romantique, on dit, ils se sont mis en route, ils se sont mis en route, peu importe le résultat. Eh bien, là, effectivement, il manque quelque chose, n'est-ce pas, il manque quelque chose, parce qu'on s'est dit, bon, mais on s'est mis en route, ils ont massacré tout le monde, on s'est mis en route, et pire encore, ils se sont mis en route tellement mal que les pouvoirs ont massacré toute une population, n'est-ce pas? Alors, c'est compliqué d'adhérer, vous voyez, contre l'idée moderne du point A au point B, l'objectif, vous voyez. C'est un peu compliqué de revendiquer juste une éthique libertaire du chemin, on se met en route, n'est-ce pas? Et moi je pense que ça aussi c'est un des points qu'on a vu l'année dernière et c'est un des points qu'on va développer avec la théorie de la situation, n'est-ce pas? C'est que quand nous évaluons, quand on se retourne sur les mouvements horizontaux, on se rend compte que c'est pas vrai que peu importe Ithac, vous comprenez? C'est pas vrai dans la vie concrète qu'on va dire, bon, mais finalement, dans la vie concrète, l'objectif, qu'on l'obtienne, on ne l'obtient pas, peu importe, on a fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Dans la vie concrète, effectivement, non, c'est-à-dire, on se dit, c'est très important de pouvoir savoir un tout petit peu où nous en sommes par rapport à l'objectif, n'est-ce pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport de force plus ou moins favorable? Est-ce qu'on arrive à résoudre certaines situations qui mettent en danger les vivants ou pas? Alors, dans la théorie de la situation, justement, la théorie de la situation, c'est celle qui essaie de trouver, pour dire comme ça, c'est que dans la complexité, serait la bonne mesure, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la bonne mesure, dans le sens auquel on dit, on abandonne cet universel abstrait, n'est-ce pas, de changer le monde depuis une place absolument de pouvoir imaginaire, etc. Mais on ne tombe pas non plus dans l'individualisme éthique, esthétisant d'être quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. C'est mieux que ce soit quelqu'un de bien que ce soit une pourriture, mais disons que par rapport au monde, ce sont deux modes d'impuissance. Alors, la situation, effectivement, la situation, c'est ce que nous essayons, on va essayer de définir aujourd'hui, cette année, non? On va essayer de définir qu'est-ce que c'est un agir situationnel, à quoi on nomme une situation. Hein? Et par rapport à ça, d'abord, on va aller à Galilée. Tout à fait. Voilà. Par rapport à ça, je voulais reprendre la dernière séance du séminaire de l'année dernière, qui était là où moi j'avais essayé de montrer la naissance, un peu l'imposition du monde galiléen. Par rapport à ça, il y a ce bouquin de Michel Henry qui s'appelle La barbarie, que je vous conseille vraiment parce que c'est tout à fait la problématique qu'on va aborder cette année, n'est-ce pas? Et alors, ce que je vais essayer d'avancer maintenant, ce que je vais essayer un peu de comprendre ensemble, n'est-ce pas? C'est l'axe central de la modernité, avec le scientisme, avec les savoirs, etc., pour voir un tout petit peu comment le colonialisme occidental
va à écraser la multiplicité des situations de culture, au nom d'une nouvelle compréhension, la compréhension scientifique ou technologique. Ouais. C'est-à-dire, vous savez que on peut dire qu'il y a trois figures différentes par rapport à la compréhension du monde, comme ça, n'est-ce pas? On peut dire que si dans les cultures non modernes ou paramodernes, qui sont très multiples et différentes, on ne connaît pas toutes, bien entendu, dans les cultures non modernes, on peut dire par rapport à un axe, l'axe de la régulation de l'espace, des cycles, du temps. Hein? Alors, qu'est-ce qui régule les sociétés paramodernes ou non modernes? Eh bien, c'est qu'elles vont être régulées par une très très forte territorialisation par rapport aux cycles biologiques, les cycles telluriques, les saisons, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous voyons une très très forte territorialisation dans une continuité entre l'écosystème et la culture humaine. On voit une très très forte territorialisation dans laquelle effectivement les cycles relèvent des cycles. Oui. Les cycles relèvent effectivement de ces fonctionnements dans lesquels le phénomène humain se développe. N'est-ce pas? Et dans la modernité, on va voir un premier pas de déterritorialisation. Ce n'est pas de déterritorialisation en gardant cet axe-là de compréhension qui est l'espace, le temps, les cycles. Non? On va voir que dans la modernité, pour les besoins concrets, mercantiles, des échanges, des cumulations de capital, etc., on va avoir un besoin d'unifier les temps, les mesures et les cycles. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut dire que si dans les sociétés non modernes ou paramodernes, pour mettre tout bêtement les cycles de 24 heures de la journée et les 4 saisons, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, on l'a évoqué plusieurs fois, ça, n'est-ce pas? Ben, on verra là par rapport à la situation. C'est effectivement, jusqu'il y a très très peu de temps, il y a un siècle et demi, à Marseille, il n'y avait pas le même fuseau horaire qu'à Paris. C'était parce qu'effectivement, voilà, c'est une sorte de signe de territorialisation des cycles par rapport à une territorialisation concrète. C'est-à-dire qu'il est midi quand le soleil il est là-haut, n'est-ce pas? Et en hiver on a froid, en été on a chaud, n'est-ce pas? C'est-à-dire que donc on se prépare par rapport à ces cycles-là. La modernité dans sa naissance mercantile, elle a besoin pour commercer d'avoir des unités bien précises, n'est-ce pas? C'est-à-dire on ne peut pas rester dans un troc et encore moins dans un don et contre-don. Et en plus, on a besoin un peu plus tard que les trains qui partaient de Paris n'arrivent pas à Marseille 1 heure avant le départ, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà. Ce qui est drôle, c'est que la régulation des fuseaux horaires, pour des raisons compréhensibles, ne se fait pas par rapport au parallèle, chose qui aurait encore gardé une certaine territorialisation. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous êtes dans les parallèles de l'équateur, ou que vous soyez, bon, plus ou moins, ça correspond. Non, c'est par rapport aux méridiens. Or, les méridiens, ils vont, on commence dans l'automne, on passe à l'hiver, les printemps et l'été. Donc, les populations qui habitent sur un même méridien, à midi de la montre, ben, ils ne sont pas du tout toutes à midi de leur cycle horaire territorialisé. Vous comprenez? Donc, la modernité va avoir besoin de savoir qu'un mètre est un mètre, parce que si je veux échanger un mètre contre quelque chose, alors un mètre est un mètre, il faut quand même une unité de poids, des mesures. Vous savez que
unités de poids, des mesures et des horaires, Einstein et Poincaré, chacun de son côté, ils sont appartenus, ils ont travaillé dans les offices d'unification. Bon. Et alors, la modernité va procéder à cette déterritorialisation dans laquelle, plutôt que les cycles, je m'informe de quelle heure est, de si je vais avoir faim maintenant ou pas, si je vais aller dormir maintenant ou pas. Je ne m'informe plus par rapport à mon corps, parmi les corps, je m'informe par rapport à ma montre, n'est-ce pas? Et le temps de travail, le temps d'élever, de sommeil, etc., ben, ça sera ordonné par rapport à la montre. La montre, nous, vous voyez, c'est-à-dire c'est ce type de changement tellement énorme, mais qu'on ne se rend même pas compte, on les trouve très pratiques. Ben, la montre, tout bêtement, la montre est un de ces processus absolument pléuromatiques, vous voyez, que c'est la petite montre, vous voyez, elle est toute mignonne, toute innocente, la montre. Et bien justement, ce type de fuseau horaire avec la petite montre, c'est un exemple soft de comment un processus technologique va construire les mondes qui va avec. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'incorpore pas la montre à notre vie. La montre capture nos vies réelles et concrètes d'après son mécanisme. Ouais. Alors, mais moi je ne sais pas parce que j'ai vécu ce que tu racontes, parce que quand j'allais chez mes grands-parents, ne serait-ce qu'à 300 km d'ici, c'était pas la même heure qu'à Paris, c'était l'heure solaire. Quand Bah, en 1960 par exemple. Il gardait encore l'heure solaire? Oui. Oui, mais pas les chefs des gares quand même. Ah Parce bah, que là, il y avait un accident, c'est le chef. Oui. Non, je pense que... On n'arrêtait pas de se tromper l'heure Absolument. officielle ou l'heure solaire. Ah, mais bien sûr, bien ça sûr. Ça faisait des embrouilles à mini qui l'ont fait. Ah oui, oui, bien sûr, parce que les paysans, dans le monde entier, ils sont pris très très longtemps, et pas consciemment, mais dans la pratique, ils ont beaucoup résisté à ces changements. Les autres qui ont résisté pendant quelques temps, ils ont été vaincus, c'est les ouvriers, n'est-ce pas? C'est-à-dire les cycles de sommeil, d'éveil, n'est-ce pas? C'est que, oui, les vivants, c'est pas adapté comme ça d'un jour au lendemain, on dit ah bon, il est midi. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi, il est midi? N'est-ce pas? C'est-à-dire, vous savez, c'est comme cette blague épistémologique, elle est tout à fait vraie. Vous avez des poissons rouges. Il y a deux poissons rouges dans un bocal, deux poissons rouges tout à fait normaux, et tout à coup, un de deux parle, les dit à l'autre, incroyable, j'arrive pas à me faire l'idée que nous sommes vendredi. Et alors, bon, effectivement, c'est une blague, vous l'avez. Il commence à continuer, non, pourquoi? Parce qu'effectivement, vous comprenez, c'est-à-dire la modernité, la normalisation, la disciplinarisation, n'est-ce pas, déterritorialisante, ferait que donc, pour les poissons rouges, dans son bocal de merde, eh ben, merde, on est vendredi. Vous comprenez? Bon, à vrai dire, on n'est jamais vendredi. Non? C'est drôle. C'est le jour où il passe à la caisse. Hein? C'est parce que c'est le jour où il passe à la caisse. Non, c'est des petits poissons rouges qui s'emmerdent toute leur vie, personne ne les mange, hein, sauf les chats de temps en temps. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est l'idée de que les quadrillages, la grille horaire, ou des jours, ou des mois, correspondrait à une vérité ontologique. Vous voyez, c'est la façon de nommer quelque chose qui est comme ça. Bon, il n'est jamais vendredi, pas plus pour les poissons rouges que pour nous. Les poissons rouges, il a la possibilité de s'en foutre. Nous, on ne peut pas s'en foutre. Nous, on doit déprimer dimanche soir, vous voyez, on doit être content vendredi soir. C'est-à-dire que nous, on est tout à fait... Bon. Alors, le troisième niveau de déterritorialisation, effectivement, c'est la hypermodernité, comme dirait Foucault. Si, mais juste, je sais pas, mais c'est juste... On est mercredi. On déprime les dimanches soirs, pas juste... Non, on déprime les dimanches soirs. Oui, les dimanches soirs. Seulement les Français.
Mais pas. Non, en Argentine aussi. Ah bon, peut-être, mais vous êtes un peu viré parce que en Vous- Italie, vous- ça n'existe pas. En Italie, vous ne déprimez pas les dimanches soirs. Ça, c'est Ah. une chose qu'on avait Bah, noté. c'est les peuples sous-développés. Non, non, c'est le stress, c'est la gestion du stress. Ah, c'est le stress. Bon, je pense. Ah oui, C'est- non, Et une non. chose que j'avais notée, plus à Paris et pas en France, la France, je ne sais pas, mais c'est un stress typiquement parisien. Oui, non, bah, En Saône-et-Loire, ça marche aussi. J'ai des copains qui stressaient énormément le dimanche, ils pleuraient parce qu'il y a trop retourne au travail le lundi. ils stressent. C'est pas que. Ah, tu vois, moi, c'est le côté un peu plus tango, tu vois. parce que nous, Et c'est pour ça qu'en vacances, on oublie Non, qu'ils sont c'est sérieux, mais. Mais c'est pas que Non, le mais- stress. alors, parce que- c'est rien de- mais c'est- Parce qu'on aime pas. Je comprends l'exemple, etc. et je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Mais si on veut être un peu plus vrai, bien sûr que pour le poisson rouge, je sais. Non, mais ça fait rire, mais ça correspond. Là, c'est bien sûr, c'est l'abstraction totale et territorialisation totale. Mais le fait est que pour les humains en société, avec un rythme de vie sociale, de production, etc., bon, on ne déprime pas le dimanche soir juste abstrait, ça correspond à des processus très concrets. Il y a d'autres formes de réterritorialisation, je veux dire. si, mais c'est Il y a un rythme de un travail, tu vois. non, mais c'est une rétoralisation déjà assez virtualisée. Oui. Tu comprends? Parce que si moi je me dis, il arrive l'époque des pluies. Bon, ça me plaît, ça me plaît pas, bon, chacun est libre. Il arrive l'époque des pluies. Mais les lundis matins, que tu dois aller comme un con au boulot, ça, ontologiquement, est déjà un peu plus flottant, tu vois. C'est-à-dire, il y a un niveau tu vois, d'abstraction un peu plus grand. Bien sûr. Non. Après, effectivement, c'est-à-dire les corps et les individus concrets s'adaptent plus ou moins. S'adaptent plus ou moins, ils ont la possibilité plus ou moins de passer entre les gouttes, tu vois. Mais il y a quelque chose qui attaque les corps, C'est vrai qu'on a créé une myriade de rituels frelatés aussi pour s'adapter à cette déterritorialisation. Alors, on peut parler des jeux vidéo, enfin plein de rituels qui effectivement sont tout aussi déterritorialisés que... Mais ça, on en a... Mais c'est tellement vrai l'histoire du dimanche soir que. En France. En région parisienne. Non, non, parce que c'est intéressant ce qu'il dit, double Miguel, le mais... dimanche. Parce que les gens ils veulent pas aller travailler le lundi. Mais les médecins des hôpitaux Ah psychiatriques. bah oui, eux ils travaillent. Non, non, mais c'est impressionnant. Bien sûr. Et pour, je ne sais pas, mais par rapport à ce que tu disais, donc d'une innovation qui transforme sa propre idole, mais qui nous transforme en fait de l'extérieur. Et pour en revenir justement au Moyen-Âge, l'apparition de l'imprimerie par exemple, comment tu pourrais développer Non, c'est ce plus que tard tu que disais Moyen-Âge. par rapport à l'imprimerie. Bon, la Renaissance, Oui. la fin du Moyen-Âge. Oui. Et comment tu pourrais, l'apparition de cette technique-là, donc cette innovation, Absolument, tu vois, c'est-à-dire l'apparition de l'imprimerie, donc qui la permet... montre on voit, la montre le lundi matin, voilà. L'imprimerie, comment pour... Alors, c'est très intéressant, c'est un bouquin que je cite toujours de Duby et Ariès, non? Sur, comment ça s'appelle, la vie quotidienne. oui. De la vie privée, non? L'histoire de la vie privée, Oui, ouais. Tu vois, lui, il raconte très bien, là, tous ces processus, il va les raconter, n'est-ce pas? Par exemple, un des éléments de comment cette nouvelle puissance, tu vois, c'est un nouveau vecteur, tu vois, c'est-à-dire que nous, on doit comprendre comme l'émergence d'un nouveau vecteur dans un espace vectoriel qui, de par sa puissance, modifie l'espace vectoriel plus ou moins fortement. L'imprimerie l'a modifié très fortement. L'exemple que va donner Duby et Ariès, il donne plusieurs exemples par rapport à l'imprimerie, mais un des exemples qu'il va donner, c'est ni plus ni moins que la diffusion des Bibles a permis aussi qu'il y ait plus d'alphabétisés. On parle d'une minorité, mais à l'époque c'était beaucoup plus. Non, parce que c'est important de voir que ces grandes révolutions technologiques à l'époque avançaient à un rythme archi lent par rapport à la technologie. Hein? Bon, mais alors, quand même, les autorités religieuses, raconte Duby et Ariès, sont scandalisées. Pourquoi? Parce que la lecture permettait une lecture en voix basse. Jusque-là, c'était les curés
qui lisait la Bible, ou qui lisait son machin, quoi, en voix haute, et qui faisait les commentaires. Et alors il dit, c'est terrible, c'est la barbarie, non, c'est considéré comme la barbarie, parce qu'effectivement, la lecture à voix basse, c'est ça, tu vois, c'est-à-dire les mondes qui va créer, tu vois, un des effets, tu vois, mais c'est Pleurom, si on prend Pleurom l'imprimerie, une des modifications, tu vois, qui pour nous insoupçonnable, tu vois, c'est les modifications que signifie par rapport aux autorités ecclésiastiques, bien entendu, et les autorités féodales, etc., qui s'appuyaient. Bon. Pourquoi? Parce que chacun va avoir son interprétation, tu vois. Et alors il va dire, bon, mais voilà, c'est-à-dire, c'est très dangereux, parce que vous savez que l'Église catholique, même maintenant, il y a beaucoup de curés qui interdisent de lire la Bible, par exemple. Tu vois, oui, parce qu'il faut lire, tu n'es pas au courant. Je vais te présenter les pères Joachim. J'en ai croisé quelques-uns. Oui, il déconseille, tu vois, de lire la Bible ou interdit, ça dépend, tu vois, comment tu te montres d'obéissant, tu vois. Parce que, tu vois, lire la Bible chez toi, en dehors du catéchisme, tu vois, le catéchisme, c'est un essai de recoloniser, d'accord, tu vois, bon, voilà, l'interprétation. C'est la question de l'interprétation. Voilà, la réponse à ta question, c'est un des éléments fondamentaux que va faire cette alphabétisation plus facile, plus accessible, t'imagines, des scribes, là, tu vois, à quelques centaines, parce que quelques centaines de bouquins imprimés qui circulaient, eh bien, déjà, ça provoque, aussi minime ce phénomène quantitativement, bah oui, c'est un effet pleuromatique, tu vois, dans le sens de que... Oui, mais là, il y a un effet d'émancipation, alors. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne dis pas que ce soit d'émancipation, peu importe, c'est l'effet, c'est pas mon propos, c'est l'effet d'émancipation, de soumission, de transformation. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des processus très concrets que dans la lecture classique, on considère comme des progrès, des inventions, etc., qui accompagnent, tu vois, le devenir de l'humanité. Et au fait, ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout, tu vois, c'est-à-dire ce sont ces processus pléromatiques qui, en se déployant, vont modeler la culture, l'humanité et les rapports de soi à soi, tu vois, parce que effectivement la lecture en voix basse accompagne ni plus ni moins les développements de la figure de l'humanité comme individu. Pourquoi? Parce que c'est la fameuse problématique des jardins intérieurs, la subjectivité, tu vois. C'est pas du tout pareil, tu vois, qu'on est en train de communier et interpréter et connaître des roues à la chose, nous raconte la chose, qu'être chez toi en train de te dire, ma mère, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je comprends pas, n'est-ce pas? Ça va développer l'individu. Mais c'est compliqué parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à l'époque, ça peut être une augmentation de puissance. Mais c'est toujours une augmentation de puissance. Alors que le développement actuel d'aliénation, Internet, tatati et tatata, on ne sent pas comme un développement de puissance. Non, mais ça c'est un jugement un peu moral ou politique. Quand je dis la montre... T'as pas intérêt, non? Non, quand je dis la montre, par exemple... Oui. Bon, on dit... alors, la montre, effectivement, fait que le paysan, tout à coup, petit à petit, pour aller au marché, pour vendre, doit accepter les mesures. Il doit accepter les mesures. Tu vois, okay, les mesures. Les mondes deviennent mesurables, les réels est mesurable, la mathématique universelle, tu vois, que chacun va la sentir. C'est le développement d'une puissance, et une puissance terrible. C'est une puissance que, tu imagines, quand tout à coup tu unifies les fuseaux horaires, c'est une puissance pour les marchandises, pour la bourgeoisie, pour l'accumulation des capitaux, tu vois. C'est le développement d'une puissance, absolument. Après, les jugements par rapport à cette puissance, tu vois, le pauvre mec, tu vois, que tout à coup doit se lever à 5 heures du matin et aller à l'usine de telle heure à telle heure, donc il ne travaille plus par rapport à son rythme biologique du tout, tu vois. Pour lui, c'est une couille, tu vois. Mais
de toute façon, si tu veux, oui, c'est toujours une question de déploiement d'une puissance. La question que oui, on peut poser, comment cette nouvelle puissance peut être hybridée, adaptée, intégrée d'une façon qui va du côté de la vie ou non. Tu vois? Effectivement, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'au même moment que la communauté chrétienne est mise en danger parce qu'il y a tous les autres qui lisent en voix basse et se font un peu une idée, n'ont pas d'interprétation officielle. Il y a un déploiement de la puissance de l'individu, tu vois, c'est-à-dire il y a un déplacement de l'axe de la communauté vers l'individu. Pour la communauté est une moi, et pour l'individu est un plus, c'est-à-dire que le déploiement de la puissance, dans un point de vue spinoziste ou nietzschéen, ou matérialiste, je dirais concrètement, n'a pas de morale, tu vois, il n'y a pas de morale. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de voir comment, c'est que si on peut constater, c'est qu'il y a des mécanismes qui se développent, des processus concrets qui se développent, et que combien de temps, par exemple, on peut dire combien de temps ça prend une population comme une unité organique et les membres de cette population, combien de temps ils prennent, malgré les changements, comme pour continuer à fonctionner organiquement, ou est-ce que, par exemple, il y a des techniques qui vraiment ne sont pas intégrables organiquement, et ce n'est pas qu'elles sont en dehors de la vie, ce sont des tendances qui, dans la vie, menacent la vie, ou des tendances, tu vois, alors, la question qu'on peut se poser, c'est ça, c'est-à-dire, est-ce que cette population a intégré organiquement ou pas cette nouvelle technique? Qu'est-ce qui s'est passé dans toutes les cultures non modernes avec les grandes techniques et les grandes connaissances? Eh bien, qu'il y avait une prudence maximale. C'était les savoirs ésotériques. Tu vois, c'est-à-dire, on faisait très attention quand même qu'ils restent limités à certaines personnes, à certaines pratiques, tu vois. Bon, ça, il y a des exemples chez les Chinois, chez les Égyptiens, chez les Mayas, il y a des dizaines d'exemples, n'est-ce pas, des techniques et des savoirs très, très, très puissants que les cultures non modernes, ils sont mis bel et bien sous surveillance, parce qu'il y a quelque chose là que cette puissance-là, si jamais se développe, menace l'unité organique. Alors après, tu peux dire, politiquement ou éthiquement, tu peux dire, cette puissance en se développant a permis telle émancipation qu'on voit comme positive. Parfait, tu vois. Mais les mécanismes matériels, l'objectif de base, c'est un nouveau processus, très très puissant programmatiquement, loin d'être intégré à l'histoire de l'humanité, va à modifier l'humanité d'une façon... Alors, on dit que si bien les cultures paramodernes ou prémodernes vivent tous de façon très territorialisée. Tu vois, quand tu dis très territorialisée, nous on dit youpi, très territorialisé, comment c'est beau, tu vois. D'accord, mais tu vois, tu crèves... les enfants crèvent à la moindre disette, tu vois. Je sais pas, il y a le moindre pépin, tu vois, tout saute en l'air, je sais rien, tu vois. Les femmes doivent avoir 6, 7, 8, 10 enfants pour que 2 ou 3 vivent, tu vois. Alors, quand on dit territorialisé, il ne faut surtout pas avoir une vision New Age des paradis perdus. Voilà, on constate juste que c'est territorialisé, que dans les sociétés très territorialisées, il y a soit une intégration organique des techniques, soit une mise sous tutelle des techniques trop puissantes. Dans le deuxième cas, on dit dans la modernité, non, dans la modernité, effectivement, c'est le déploiement en permanence de nouvelles techniques qui sont considérées dans, justement, les mythes anthropocentriques qui n'ont rien à foutre des humains, n'est-ce pas? Dans les mythes anthropocentriques, ça aura vécu comme un progrès. Tu vois?
Alors tu dis la révolution industrielle, je ne sais pas, la révolution industrielle, il ne faut pas l'étudier par des grands savants, il faut lire Dickens, tu vois, ou des gens comme ça, tu vois, qui te racontent. Alors tu dis, c'était un grand progrès la révolution industrielle. Tu vois, 16 heures de boulot, tu vois, en cassant tous les rythmes, alors là, tous les cycles, etc. Tu dis, oui, c'est un grand progrès. Et oui, tu vois, d'un certain côté, c'est un déploiement d'une puissance incroyable qui a modifié le monde, et c'est bel et bien ce qu'on appelle l'anthropocène, mais c'est la preuve quand même aussi à la fois de que ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, c'est pas du tout avoir les êtres humains en tant qu'espèce au cœur du processus. Le troisième grand paradigme, hypermoderne, comme on dit Foucault, pour ne pas dire postmoderne, sinon hypermoderne, est celui dans lequel l'objectif énoncé est la cassure de toute régulation, de tout cycle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, toute limite est à dépasser, non? C'est la consigne un tout petit peu, la consigne hypermoderne, tout est possible. Si toi tu dis, mais tout est possible, par exemple, aujourd'hui, vraiment, dans n'importe quel laboratoire, plus ou moins des sciences dites dures, que ce soit physique, biologie, je ne sais pas quoi, non? Des recherches médicales. Si quelqu'un dit, attention avec ce qu'on est en train de faire, parce que pas tout est possible, il dit, ah ben on avait invité le curé, je ne m'étais pas rendu compte, tu vois, parce que au nom de quoi pas tout est possible, vous comprenez? C'est-à-dire, toute limite apparaît comme absolument en freinant, non, en bloquant les déploiements de la puissance technologique qui est l'envers et le revers des néolibéralismes, c'est-à-dire dans lesquels, effectivement, par exemple, si on dit, bon, mais l'homme, même en tant qu'idée, n'est plus au cœur du dispositif, mais on voit très bien, c'est-à-dire que dans la puissance technologique et néolibérale, le vivant devient transitif, devient ressources humaines, c'est-à-dire que les changements de paradigme fait que du coup, le vivant, même dans les discours, même dans les récits, n'apparaît plus comme au cœur de quoi que ce soit de la préoccupation. Le vivant va devenir transitif. Il va devenir transitif, c'est-à-dire que le vivant doit être au service d'un fonctionnement, un objectif néolibéral, du profit, de la machine, etc., etc. Et à tel point qu'effectivement aujourd'hui, voilà, tout le boulot qu'on fait par rapport à l'intelligence artificielle, nous, une des questions qui vient en permanence, c'est qu'est-ce qui manque à la machine qui n'a pas l'homme, par exemple, n'est-ce pas? Chose qui est très très drôle parce que des moments que les gens font cette question, que tout le monde fait cette question-là, des moments qu'on fait cette question-là, implicitement on a déjà accepté qu'il y a un isomorphisme, non? C'est-à-dire que l'être humain ou l'être vivant serait aussi un appareil modulaire qui aurait plus ou moins de modules par rapport à l'être humain. Alors ça, vous pouvez le voir chez tous les chercheurs. L'autre jour encore, j'ai écouté une collègue qui parlait des sensations. Non, alors elle disait, bon, mais finalement, les sentiments, les sensations, les sentiments, les affects, pardon, les affects. Alors, bon, finalement, les affects circulent par des réseaux neuronaux et avec des synapses chimiques, avec des neuromédiateurs qu'on peut modéliser, et voilà. Non? Et donc, vous comprenez, c'est-à-dire que les modèles absolument modulaires, non, du vivant a triomphé, absolument triomphé. Alors, les modèles modulaires du vivant fait qu'effectivement, le vivant et les humains là-dedans deviennent absolument transitifs. Parce que si nous sommes comme les machines, c'est pas que les machines sont comme nous, si nous sommes comme les machines servent à quelque chose. La machine sert à quelque chose. Et la question c'est à quoi tu sers. Et ça on l'incorporait tous. Tous. Vous voyez? Justement on parlait tout à l'heure, une des tristesses majeures de nos sociétés, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui une marginalité heureuse. Hein? Quand tu es marginal,
tu dois payer le prix fort, quoi. Tu dois payer le prix fort, et si tu n'es pas capable de t'assembler avec d'autres, même quand ils s'assemblent, même quand il y a la solidarité, les prix à payer pour ne pas être fonctionnel est très très cher, parce que le problème c'est qu'on se l'a bouffé, ça. On se l'a bouffé, l'effet de que mais je ne sers à rien, n'est-ce pas? L'évaluation à la fin de la journée, l'évaluation, n'est-ce pas, qui va dans le sens de à quoi je sers. Mais cette question à quoi je sers, dans d'autres cultures, et même dans la modernité, pourtant quand même, que ça s'approche, eh bien, ça ne se pose pas comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'au moins dans les récits de la modernité, l'homme et les vivants ne sont pas transitifs, n'est-ce pas? Alors, c'est là où il va apparaître, effectivement, bon, je ne sais pas, les symptômes sont 10 000. Un que j'ai travaillé avec un groupe de psy en Argentine, c'était cette banalisation, par exemple, de la congélation d'ovocytes. En Argentine, au Brésil, en France, en Allemagne, en Italie, bon, dans plusieurs pays, ceux que je connais, il y a une sorte de banalisation de la congélation d'ovocytes. Alors, c'est drôle parce que c'est un nouveau possible, la technique offre un nouveau possible. Les nouveaux possibles technologiques se présentent toujours d'une façon démocratique. Démocratique à la Trump. Non? Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous pouvez l'adopter ou pas, mais comme les processus technologiques modèlent le monde qui va avec eux, quand vous n'adoptez pas, au bout d'un certain temps très court, le mode de vie imposé par cette nouvelle technique, vous êtes marginalisé. Vous comprenez? Vous devenez non pas un autre, vous devenez un pas comme il faut. Vous comprenez? C'est-à-dire que les exemples, il faut chercher les exemples banals, absolument les plus bêtes. Hein. C'est-à-dire, quand la carte de crédit est apparue, il y a, je sais pas, mettons, il y a 50 ans, il y avait des gens qui avaient des cartes de crédit, des gens qui ne juraient que par l'argent liquide, et d'autres qui faisaient des chèques, n'est-ce pas? Aujourd'hui, peut-être, il y a quelques personnes qui n'ont pas de carte de crédit. Mais waouh, on les fait payer. On les fait payer. C'est-à-dire que ce n'est pas une alternative, vous comprenez? Ce n'est pas une alternative. Vous n'êtes pas comme il faut. Non? Alors, à vrai dire, ces pléromes technologiques deviennent la source des valeurs. Vous comprenez? Modèle la source des valeurs. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Alors, par exemple, si on prend cet exemple, je prends l'exemple de la congélation d'ovocytes parce qu'en très peu de temps, est devenue une pratique archi-banalisée. Alors, vous voyez, quand je disais tout à l'heure, si vous dites dans un laboratoire de recherche, ah non, il faut se limiter, il faut voir où sont les limites, on dit, mais c'est quoi ces martiens-là? Ok, mais alors, essayons avec n'importe quelle jeune femme au Moyen-Âge, 40, 45 ans, je sais pas, 42 ans, de dire mais tu es sûr, tu vas congeler tes ovocytes? L'autre, il ne comprend même pas de quoi vous parlez. Pourquoi je ne le ferai pas? Vous comprenez? La question ne se pose pas pourquoi je l'ai fait, mais la question c'est pourquoi je ne le ferai pas, puisqu'il y a cette possibilité-là. Donc, je donne cet exemple, il ne faut encore pas pour juger ni moralement, ni politiquement, ni rien de foutre là-dessus, mais pour voir comment, du coup, la question qui va apparaître, c'est « et pourquoi je ne le ferai pas ?» Vous comprenez? Donc, une pure passivité. Pourquoi je ne me moulerai pas au possible de la machine? Vous comprenez? Je me moule au possible de la machine. Pourquoi je ne me moulerai pas au possible de la machine? Or, là, c'est quelque chose qu'on pourrait présenter comme, moi je la pense comme ça, comme cette fascination qui ne laisse pas le temps à l'étonnement. Vous comprenez? C'est-à-dire, une chose c'est la fascination. Effectivement, on est plus ou moins sensible à la technologie, mais bon, vous voyez, c'est-à-dire, c'est vrai que, je ne sais pas, quand
des trucs de l'intelligence artificielle, ou toutes les applications des mères du téléphone, des trucs comme ça. Et les gens sont fascinés, c'est-à-dire, effectivement, tout à coup, tu te trouves à Calamuchita, n'est-ce pas? Et tu n'as jamais mis les pieds à Calamuchita, tu ne savais même pas qu'existait Calamuchita, mais tu dois aller chez Pedro ou chez Eduardo Alpaca, et tu n'as jamais été à Jujuy, Eduardo Alpaca habite à Jujuy. Alors, il habite à Jujuy, plus concrètement à La Quiaca, dans le village de La Quiaca. Tu ne savais même pas qu'existait le village de La Quiaca, et on te dit que tu dois aller voir Eduardo Alpaca. Alors, tu mets ta mère ton GPS, et tu arrives chez Eduardo Alpaca. Tu sonnes, il n'y a pas de sonnette, tu fais, voilà, et Eduardo Alpaca est là. Bon, voilà. Alors tu es fasciné, tu dis, merde, avant, pour arriver chez Eduardo Alpaca, il fallait quand même des cartes, des traducteurs. Là maintenant, mais l'adresse, bientôt, ça va suffire de mettre Eduardo Alpaca. Mais là, tu mets l'adresse d'Eduardo Alpaca, et dès Paris, l'autre jour, je demandais une adresse à Buenos Aires parce que je voulais savoir comment on allait de chez moi à Buenos Aires à une adresse. Mais je ne me suis pas rendu compte que la mère de mon ordinateur m'avait géolocalisé. Et alors, il me donne comment arriver de chez moi à la Nation jusqu'à l'adresse à Buenos Aires. Vous comprenez? Bon, voilà, si vous demandez Eduardo Alpaca, vous arrivez. Bon. Alors, vous imaginez comment ne pas être fasciné? Alors moi, la question que je me pose, c'est comment ne pas s'étonner? Vous comprenez? C'est-à-dire l'étonnement. Vous voyez, l'étonnement comme une réaction. Vous comprenez? De dire, merde, mais comment ça se fait que ceci est possible? Ou quel monde est en train de créer ceci? Parce que vous voyez, pour parler des technologies pléuromatiques très puissantes, vous imaginez qu'est-ce qui change dans la vie concrète et réelle des gens? L'utilisation des GPS, c'est énorme, mais ils ne savent plus rien parce que où que tu sois, tu es tout à fait déterritorialisé. Vous savez, les gens se promènent dans la rue comme des pénitents, vous voyez, comme ça, par terre, parce qu'effectivement, voilà, ils sont en train de visiter Paris. Tu as vu la Tour Eiffel? Non, mais je peux te dire où se localise, tu vois, parce que la Tour Eiffel, il faut faire un effort comme ça pour la Tour Eiffel. Oui. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a là quelque chose qui vraiment est en perte de puissance par rapport au vivant, parce que dans la hypermodernité, la puissance technologique n'a pas ni le temps, ni la forme, ni les moyens d'être intégrée organiquement au vivant, à la culture, vous comprenez? C'est-à-dire que la fascination et la forme phénoménale à travers laquelle les gens entrent et explorent les possibles de la machine en laissant derrière tous ces possibles. Vous voyez, l'étonnement, qu'est-ce qu'il y a? Il corrige mes fautes. N'importe quoi. Et l'étonnement, c'est tout à coup la possibilité de se rappeler à un moment donné, que le monde est en train de nous changer. Vous comprenez qu'on n'est plus les mêmes. Vous voyez, c'est étonnant. Je ne sais pas, par exemple, si quelqu'un, vous voyez, j'habite au 6e étage, si quelqu'un, tout à coup, ouvre la fenêtre et dit au revoir, il s'en va en volant. Je dis, tiens, c'est étonnant quand même. C'est étonnant, voilà, je n'ai pas l'appli, tu vois. C'est étonnant, jusqu'hier, il se faisait chier à prendre l'ascenseur, tu vois. Il s'en va en volant. Bon, les changements dans notre vie, dans la culture, dans le monde, sont beaucoup plus étonnants que du con qui sort en volant par la fenêtre. Sauf que cette capture par la fascination empêche, vous comprenez, de ces mouvements de retrait qui est l'étonnement. Vous comprenez, le mouvement l'étonnement, ce n'est pas un jugement. L'étonnement, c'est dire, je ne sais pas, vous voyez, si vous voyez quelqu'un qui regarde un avion qui a 400 passagers, vous voyez, et alors les mecs, ils se mettent là au milieu de la rue, et regardent, putain,
400 cons dans une boîte de sardines, quel vieux con, tu vois, c'est un avion. Et c'est très étonnant quand même. Mais, bon, si on ne peut pas s'étonner, vous voyez, si on ne peut pas s'étonner, on ne peut pas avoir ce minimum de distance dans laquelle on évite la capture de notre souci, la capture de notre liberté, la capture de notre autonomie par les possibles de la machine. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est seulement si je m'étonne que je peux, au-delà de tout jugement, vous voyez, je peux m'étonner après dire génial, vous voyez, peu importe. Mais cette perte d'étonnement, c'est effectivement un symptôme majeur. L'autre élément par rapport, donc on dit c'est des sociétés archi-territorialisées, des sociétés territorialisées artificiellement, les poids et les mesures normalisées, et la société hypermoderne dans laquelle justement l'objectif est tout est possible. Ouais, tout est possible. Dans les tout est possible, effectivement, il y a quand même un message apparemment émancipateur, vous voyez, c'est-à-dire quand je dis, mais voilà, c'est-à-dire je congèle mes ovocytes parce que comme ça, c'est moi qui décide si je veux faire un enfant, quand je veux faire un enfant, au-delà de tout projet, des couples, au-delà de mon âge, au-delà des cycles. Alors, qui dirait que c'est pas bien? Vous comprenez? Personne, pas moi, simplement. Attends, une minute, t'es étonné. Parce que jusque maintenant, qu'est-ce que, je sais pas, au moins 50 000, 60 000 ans, n'est-ce pas? C'était pas tout à fait comme ça. Il y avait des cycles, vous comprenez, il y avait des moments, etc. Alors tout à coup, ce qui est étonnant, c'est cette idée de mettre comme une émancipation évidente qui va de soi toute modification, toute innovation technologique, qui effectivement n'a pas le droit de s'appeler progrès, simplement parce que le progrès est le nom d'un mythe de la modernité. Vous voyez, les progrès seulement existent si on a une cosmovision téléologique qui va de A à Z, etc. Après, il y a des progrès situationnels, effectivement. Si je dis je vais aller acheter les pains au coin de la rue, je peux mesurer mes progrès parce que j'ai fait des pas. Là, le progrès avec un grand P, c'est l'idée de dire toute innovation va dans le sens d'une augmentation de la liberté et de l'émancipation. L'autre projet pour lequel il y a des millions de dollars investis depuis déjà un bon bout de temps, c'est l'utérus artificiel, par exemple. Vous voyez? Et tous ces processus, aujourd'hui, tous ces processus sont vécus comme des processus d'émancipation au-delà de ce que signifie dans la vie réelle des gens, parce qu'ils sont des émancipations d'envers les corps, d'envers les écosystèmes, d'envers toute régulation des cycles, n'est-ce pas? Alors, oui, je voyais. Vas-y. En Italie. Dis comment c'est en Italie. Non, c'est en Italie par exemple, les ovocytes, il me semble, jusqu'à quand j'étais là, on ne pouvait pas les surgeler. Et donc ils venaient en Espagne, comme peut-être aussi en France, je ne sais pas. On peut pas. Ah oui, mais c'est parce que. Bah, oui, parce je qu'il ne me y a. rappelle plus si c'est changé entre temps, mais Il y a les Vatican chez vous. Exact. Il y a les Vatican. Donc si tu veux, tu dois souffrir. Parce que. Oui, mais non, mais vous comprenez, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas. Il s'agit de comprendre les phénomènes, pas de juger, parce qu'effectivement, c'est comme si on dirait tu as la péridurale, tu peux enfanter sans douleur. Oh, quelle horreur, c'est déterritorialisé. Il ne s'agit pas de cette non, mais ta vision de l'homme, hein, il me semble que, pour comprendre bien, est une vision dans laquelle l'homme commence à comprendre qu'il y a une symptomatologie interne grave qui s'appelle homos pléromatique et qui porte en dépendance, la dépendance du pouvoir, de la fascination de ça. Mais c'est un produit de l'homme. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est en vision de l'homme, comment est résulté aujourd'hui, grâce à la technologie qui a porté cet homme Prométhée, je ne sais pas comment le dire, Prométhée, à devenir un homme pléromatique. Donc un homme qui se fait tellement prendre au jeu de son feu
et qui arrive à ne plus considérer qu'est-ce que c'est son vital. Et donc à ne plus pouvoir réfléchir après cette prise de distance sur ce qu'il est en train de faire, et sur lequel s'ajoute que même si tu y arrives à faire cette prise de distance, tu ne peux pas trop vraiment le faire, parce qu'il y a tout un processus. Mais c'est un produit humain. Bah écoute, bon, je comprends ce que tu dis, c'est un point de vue. Moi, je ne suis pas tout à fait Non, c'est pas un d'accord. point de vue, c'est encore pour parler. Dans le sens, pour moi, mon point de vue est plutôt, c'est en pathologie. C'est-à-dire, finalement, on commence à comprendre qu'est-ce que c'est la pathologie substantielle de l'homme. C'est cette, si tu veux, tu peux le prendre comme une nouvelle vision du mal. Non, c'est quelque chose qui crée une dépendance absolue et que l'homme, en plus, en fait une idéologie positive. Si, non, je comprends ce que tu dis, mais simplement ce que moi j'essaie d'expliquer, c'est un peu différent de ça. Parce que quand je dis que toute innovation technologique puissante, loin du récit que tu évoques, humaniste, dans lequel l'homme développe une technologie qu'après il peut être piégé par la technologie, que c'est un tout petit peu aussi le sujet de la science-fiction, tu vois, c'est-à-dire, voilà, on va engendrer un golem, les golems se retournent contre nous, je sais pas quoi, tu vois. Au fait, non, ce que je suis en train de dire, c'est que dans un espace vectoriel, c'est-à-dire dans une situation composée de différents vecteurs, dans lesquels l'humain est un vecteur, la pensée rationnelle est un vecteur, les espèces, la géographie, voilà. Dans un ensemble, si tu veux, quand par la autoproduction, non, émerge une technologie très puissante, cette technologie très puissante va modifier l'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité pour moi, non, d'avoir un être humain face à la technologie. Ça, c'est une vision, de mon point de vue, absolument idéaliste. La résistance C'est non plus la mienne, c'est pire. Pour moi, c'est que la technologie est l'homme. Bah, dans tous les cas, il n'y a aucune distance. Il n'y a aucune distance. Tu vois, si réflexion il y a, quand je dis étonnement, par exemple, quand je dis étonnement, je ne dis pas étonnement, je regarde la montre et je m'étonne. Tu vois? Non, l'étonnement, c'est la tendance qui est en train de prendre les vivants. La tendance que je suis en train de prendre, tu comprends? D'un point de vue très concret, tu vois? C'est-à-dire, tu t'achètes, je sais pas, un iPhone, je sais pas quoi, de ce que mesure, tu vois, tu mesures les pas que tu fais entre chez toi et le boulot, tu vois. Et pour dire non, des choses tout à fait banales et cons, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vois, tu te mets à voir combien de pas tu as fait hier, combien de pas tu fais demain, tu vois, et tu commences à penser, tu vois, à modeler, tu vois, tes pas par rapport à ce que l'iPhone te dit. Tu comprends, c'est un exemple un peu trop con. Non, c'est très clair, c'est pas ça mon souci. Au contraire, il y a des gens qui sont très capables de monitorer ça, plus ou moins, d'autres choses non. La question est, si ça c'est une nature humaine, c'est la technologie, la culture, la technologie fait partie de l'homme. Et donc l'homme est dépendant de ce mécanisme. Comment, pour passer à changer les désirs, faire des mouvements, comment on va changer ça? Je comprends, d'accord. Alors, n'oublie pas que je suis adlérienne. Sinon, moi je dis effectivement, donc la culture comme la technique sont des dimensions de la vie, ne sont pas un autre de la vie, qui modifient en permanence le vivant. D'accord? Je peux donner deux exemples, effectivement. Tu as parlé du GPS tout à l'heure. Depuis que j'ai le GPS, avant j'avais le sens de l'orientation. Je pouvais aller dans un endroit. Ah, excusez-moi, les voix nous bon, tant pis. Excuse-moi. Mais bon, ça a modifié mon sens de l'orientation. Et bien sûr, bien entendu, ça existe beaucoup de travaux dans ce sens-là, c'est-à-dire comment, effectivement, c'est ce qu'on appelle la délégation des fonctions vers la machine, fait que les zones libérées de cette tâche-là dans le cerveau, soit elles sont recyclées pour autre chose, mais ça prend un temps très long, soit elles s'atrophient, tu vois. Alors, il y a cette modification-là. Alors, moi, je ne dirais pas qu'il y a
l'homme. Moi, ce qu'il y a, je dirais, c'est le vivant. La technologie, la culture sont des dimensions du vivant. Moi, je crois, d'un point de vue plutôt moniste, qu'il existe comme des tendances diverses conflictuelles. Il y a une tendance dans la vie qui met en danger la vie, tu vois, qui est la tendance, je dirais par exemple, comme ça pour rester à des exemples très simples de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je dirais que pour moi, dans la fascination, par exemple, vers les possibles technologiques, il existe une tendance agrégative dans laquelle, peu à peu, tu commences à agir de la façon dont la machine agit, de façon agrégative, Tellement etc. vrai qu'il y a les pathologies des enfants liées à l'écran. Donc il y a des choses qui sont aussi devenues médicales. Donc on presque. Absolument. Et mais ça ne change pas le fait qu'on continue. Non, d'accord, mais parce que tu disais quelle est la distance, tu disais comment. Alors, moi je dis, il existe pourtant à la fois la possibilité d'un étonnement par rapport à la direction qu'est en train de prendre ta vie. Tu comprends? Ces mouvements-là exigent, tu vois, un moment de recul, de résistance, tu vois, exigent un moment de recul, de résistance. Ces moments-là de recul, de résistance, c'est de plus en plus difficile et coûteux de les prendre. Pourquoi? C'est pour ça que je disais, il n'y a pas de marginalité heureuse. Parce que la marginalité, c'était quoi? La marginalité, c'était ce mouvement, quelque part, en partie décolonial, dans lesquels on disait il faut gagner son pain à la sueur de son front, il faut travailler, il faut avancer dans leur vie, et toutes les conneries comme ça. La fierté d'avoir travaillé 45 ans pour un patron sans avoir volé, bon, tant pis pour toi, tu vois. Mais il existait la possibilité de dire non, je ne me laisse pas voler la vie, tu vois. C'est-à-dire, je ne sais pas, tu sais, les consignes qu'en Italie étaient justement très courantes, tu vois, ils allaient, les jeunes militants, à la porte des usines et disaient aux ouvriers, vous entrez, il n'y a pas le soleil encore, vous sortirez, il n'y aura plus le soleil. Tu vois, de dire, bon, mais c'est comme un appel de dire, qu'est-ce que tu es en train, par quoi tu es en train d'être capturé, n'est-ce pas? Mais cette capture n'est jamais de l'extérieur, cette capture est une capture interne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce sont des tendances conflictuelles que chacun doit expérimenter dans soi-même, chaque groupe l'expérimente, tu vois, c'est-à-dire, ce sont des tendances dans les vivants. Juste ce que je dis, il n'y a pas une extériorité. Tu vois, l'étonnement, ce n'est pas une sortie à l'extérieur, l'étonnement, c'est cette possibilité, à un moment donné, de te rendre présent au présent. Tu vois, te rendre présent à la situation, te dire, bah, je suis là, tu vas expérimenter que tu es là. Or, par exemple, tout bêtement, vous savez, c'est-à-dire par rapport à cette capture, vous savez, il y a les enfants qui demandaient normalement, je mets au passé, pourquoi? Pourquoi? Tu vois, on te casse les pieds, et pourquoi? Et pourquoi on met les chaussures aux pieds? Et pourquoi on va sortir? Et pourquoi, tu vois, tu te casses les pieds, tu vas dire, ben, parce que. Il y a les enfants, les fous, les artistes et quelques chercheurs qui disent pourquoi. Bien. Et on voit bien comment dans ces et pourquoi, il y a un mouvement dans lequel... Tu as oublié les philosophes, c'est bizarre. Eh bien, ça dépend des philosophes aussi. Ça dépend des philosophes. Alors, effectivement, dans ces mouvements de et pourquoi, ce qu'il y a, c'est ces mouvements dans lesquels la norme n'apparaît pas comme saturée. Vous savez, la norme saturée, c'est ce que dans les théâtres de Ionesco, l'autre jour on lisait la cantatrice chauve, dans les théâtres de Ionesco, vous savez, les théâtres de l'absurde, qu'on appelle les théâtres de Ionesco, de Beckett, l'absurde, ce n'est pas l'absurde de dire face à mes questions, l'univers est muet. Vous voyez, c'est pas l'absurde comme ça de la vie, de dire ah, quel absurde. Non, pas du tout. Dans les théâtres de Ionesco et de Beckett, l'absurde, ce qui apparaît comme absurde, c'est la norme. Les gens qui vivent normalement, les gens qui croient que les hauts c'est les hauts, les bas c'est les bas, et que ça vale la norme comme si la norme était
le réel. Ouais, c'est pour ça le fait de dire c'est compliqué d'y croire. Non, il vaut mieux pas trop y croire. Non, voilà. Alors, dans le théâtre Ionesco, qu'est-ce qui va apparaître? Ionesco, il se met dans la position de l'enfant, du fou, de l'idiot, du chercheur, du philosophe, de l'artiste, n'est-ce pas, qui, justement, a une vision un tout petit peu distordue, non? Il dit, ils se mettent ensemble pour manger, pourquoi est-ce qu'ils ne se mettent pas ensemble pour chier? Tu vois, alors c'est les mômes qui pensent, c'est beaucoup de mômes qui pensent ça, c'est assez courant, que tu es au restaurant en train de te faire chier avec tes parents, je sais pas quoi, que tu vas manger comme ça, et beaucoup de mômes, à un moment donné, ils disent, mais quel con, mais pourquoi ils ne se mettent pas tous ici avec des WC en train de chier ensemble, puisqu'ils mangent ensemble, tu vois. Bon, alors, la capture du pourquoi, par exemple, par la haute technologie, c'est parce que, tout bêtement, effectivement, tu vois, c'est-à-dire la hypercompatibilité des mômes avec les écrans, avec les machines, ben justement capture sous tous ces petits Ionesco, tu vois, que plus ils sont compatibles avec la machine, moins ils sont cet espace-là, qui est l'espace du fou, l'espace de l'idiot. Tu vois, tu dis, et pourquoi? Tu vois, voilà, il faut pouvoir être idiot. Bon, Husserl le disait d'une façon plus chic, l'étonnement face au monde, je crois que c'est la phrase, ou un truc comme ça, mais vous voyez, c'est ça la capture de cette déterritorialisation totale. Vous comprenez? C'est-à-dire dans lesquelles, effectivement, il y a plus de place de dire et pourquoi. L'autre élément par rapport au grand changement de la hypermodernité, c'est dans l'apologie du changement, on peut dire, dans les sociétés paramodernes et prémodernes, il existe des changements, mais les changements sont presque toujours incorporés comme une réparation de quelque chose qui n'allait pas bien. Vous comprenez? C'est-à-dire, et on va changer, vous voyez, c'est-à-dire, on va faire la culture en terrasse, on va changer beaucoup de choses, mais le changement n'est pas vécu du tout comme une tangente vers quelque chose, sinon, d'une façon spiralaire, va être vécu plutôt comme restaurer quelque chose. Non? Dans la modernité, le changement correspond à la glorieuse cheminement de l'homme vers son auto-émancipation, je ne sais pas quoi. Dans la hypermodernité, les changements, et pour les changements, tout ce qui est nouveau est bien. Toute innovation est bien. Vous voyez? Mais le problème, c'est que là où, effectivement, c'est ça qu'essaye de chercher à comprendre la théorie de la situation, c'est de dire, mais on comprend les changements tout à fait territorialisés. On comprend les changements dans un mythe ascensionnel moderne. Mais qu'est-ce que ça veut dire des changements sans permanence? Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est un changement par rapport à quoi? Vous voyez? Alors, les changements comme pure positivité, c'est justement ce qui pose un problème et que nous on dit, bon, effectivement, dans la situation, nous pouvons trouver peut-être une sorte de terre ferme qui nous permet de comprendre quelles sont les invariantes par rapport auxquelles on peut mesurer un changement. Alors, au fait, oui, j'ai fait 3 papiers, 3 de tout ça. Et il y a deux autres choses que je dois vous dire. Non, parce qu'effectivement, je pensais arriver, oui, j'ai commencé à arriver à Galilée et la théorie, comment effectivement, quelque chose qu'on avait commencé à présenter l'année dernière, hein, c'est-à-dire Galilée, l'universel, la naissance de l'universel, etc. Je pensais revenir à ça pour aller vers la théorie, pour avancer vers la théorie de la situation. Dans tous les cas, effectivement, il y a 2 choses que je dois vous dire, 2 annonces. Les prochains séminaires qui aura lieu le 6 novembre. Le 6 novembre, il y aura comme invité Angélique Delray, non? Qui est membre illustre du collectif, mais qui ne vient jamais à Le retour. Hein? Le retour. Le retour, absolument. Angélique Delray, le retour.
qu'elle a publié une version augmentée d'un bouquin qu'elle avait déjà publié, la pédagogie des compétences, qui est justement quelque chose auquel on devait arriver aujourd'hui, on n'est pas arrivé. Qui est un tout petit peu, si vous voulez, la pédagogie néolibérale et fonctionnaliste, non, qui est une pédagogie absolument adaptative. Vous voyez, c'est-à-dire que les propres de la hypermodernité est que la seule valeur des jugements qu'on a pour dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est l'adaptatif. Mais l'adaptatif, ok, l'adaptatif au processus qui nous capture. Vous comprenez? Alors donc, les mondes hypermodernes a déjà produit son mode de pédagogie, son mode de faire la clinique, vous voyez, la clinique cognitiviste par exemple, n'est-ce pas? Bon, la pédagogie des compétences est la pédagogie propre au monde hypermoderne dans lequel il n'y a plus cet homme de la modernité avec une antériorité, avec des doutes existentiels, avec la nausée face à l'existence, comme dirait Jean-Paul Pastre. Ouais. Et alors, mais il y a simplement un auto-questionnement sur mon efficacité. Non? Alors la pédagogie des compétences est effectivement la pédagogie qui correspond à ces mondes des pléromes technologiques qui construit un monde dans lequel l'enfance sera construite en évitant tout pourquoi casse-couille, n'est-ce pas, pour être dans je fonctionne bien ou mal, n'est-ce pas? Alors c'est acquis en voie d'acquisition les compétences. Et c'est une vision modulaire de l'enfant, n'est-ce pas? C'est-à-dire combien de modules a ton enfant, combien de modules a l'autre enfant, n'est-ce pas? Comment faire pour gagner des modules, la pédagogie et compétences, bref, par rapport à la hypermodernité, la pédagogie et compétences est le triomphe absolu de l'assimilation du vivant et de l'enfant à la machine, parce qu'on va considérer d'une fois pour toutes que le cerveau est le hardware, non, et la pensée est le software. Alors donc je dois mettre dans la mémoire de l'enfant des compétences utiles, je dois enlever les compétences inutiles, c'est-à-dire les affinités électives, les plaisirs, les tropismes, n'est-ce pas? Et je dois, les mots d'ordre de la pédagogie des compétences, c'est apprendre à apprendre et apprendre à oublier ce qu'on a appris. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est la déterritorialisation par rapport à tout cycle, par rapport à toute affinité, n'est-ce pas? C'est la pédagogie des compétences. C'est-à-dire que j'apprends au-delà de tout cycle, au-delà de toute territorialisation, au-delà de tout tropisme, de tout désir, de toute affinité élective, j'apprends ce qui est considéré comme une compétence utile. Mais utile par rapport à quoi? Utile par rapport à un fonctionnement absolument sans aucune épaisseur, sans aucune problématisation et sans sens. Sans aucune réalité sociale, parce que l'école est en train de perdre ça. Sans aucune réalité sociale, parce que c'est la hyper-individualisation, n'est-ce pas, dans laquelle chacun doit devenir une machine performante. Bon. Alors Angélique va venir parler de ça. Ce que je ferai, c'est qu'au début, je vais avancer un petit peu par rapport à ce on devait rester par rapport au réalisme et que ceci implique. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de le développer. Voilà, ça c'est les premières annonces. Donc la prochaine fois, ça va être plus intéressant parce que ça sera Angélique qui va parler. Et l'autre invitation, c'est que le samedi 12 octobre, Angélique elle a créé un collectif qui est par rapport aux écrans, aux écoles. Je pense que ceux qui sont abonnés au site du collectif, vous avez reçu la notice. C'est-à-dire, c'est le 12 octobre, donc, à la Sorbonne, il y a toute une journée dans laquelle, justement, on est en train d'assister finalement, au moins, à un étonnement par rapport à la présence massive, vous voyez, des écrans dans la vie des enfants et en l'école en particulier. Alors, c'est pas qu'on va dire qu'est-ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est une journée de réflexion dans laquelle il y aura différents chercheurs, des personnes. Simplement, celles qui veulent venir, même comme ça sera sur YouTube avant le 12 octobre,
il faut que vous allez sur le site des collectifs pour avoir l'invitation parce que sécurité oblige, vous imaginez, avec tous les dangers qui guettent, et il faut s'inscrire pour venir à la Sorbonne. Il faut avoir donc une entrée. Il faut voir quoi? Une entrée. Oui, je pense que... Si tu t'inscris sur internet, ils vont avoir ton prénom. Donc l'entrée est ton prénom et ton nom. C'est Oui. ça. Il te le demandera. Ok. Ouais. Mais bon, j'imagine que vous pouvez mettre Eduardo Alpaca, vous passez quand même, j'imagine. J'ai dit pour le plus clando des amis. Sur le GPS, parce qu'on risque de se retrouver loin de la Sorbonne. Ah oui, la Sorbonne, vous mettez sur le GPS, vous trouverez les yeux fermés. Bon voilà, donc on se voit les 5, d'ici là, on s'en va en Argentine, toute une partie importante du collectif s'en va en Argentine. Il y a une série d'activités liées à justement les mouvements décoloniaux en Argentine, à quoi on appelle la contre-offensive aujourd'hui à partir du bouquin qu'on a fait avec Bastien et Raoul Sivec et d'autres. Et donc, voilà.